Le 55e anniversaire de l'indépendance de la République congolaise a été célébré hier 15 août dans la ville de Wesso. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a été représenté aux festivités par le Premier ministre Commissaire Lonklassou, qui a témoigné une fois encore de l'excellence des relations sans cesse consolidées entre Lomé et Brazzaville. 16 août 1815, 16 août 2015, il y a 200 ans, naissait le père de la jeunesse mondiale, Don Bosco. Un bicentenaire célébré un peu partout dans le monde et au Togo, où la société salésienne perpétue le souhait de Don Bosco, celui de venir en aide à la jeunesse. Et puis, l'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise a été assassiné hier samedi à Bujumbura, la capitale. Un nouvel assassinat qui fait franchir un nouveau seuil à la spirale de violence dans ce pays. Voilà pour les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Le Premier ministre a regagné Lomé ce dimanche, venant de la ville de Wesso, au nord de la République du Congo, où il a représenté le président de la République aux festivités marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo. Le compte rendu des festivités avec Joël Adiadapo de retour de Wesso. C'est à l'occasion du 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo que le Premier ministre Commissaire Lonklassou s'est rendu dans la ville de Wesso, où il a représenté le chef de l'État Faure Gnassingbé à cette célébration historique. À 800 km de Brazzaville, la capitale congolaise, la ville de Wesso brille de 1000 couleurs à l'occasion du défilé civil et militaire marquant le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo sous les auspices du président Denis Sassou Nguesso, en présence des invités de marque, des chefs d'État et de gouvernement qui ont fait le déplacement pour communier avec le peuple congolais. Dans les tribunes, Catherine Samba Panza de la République centrafricaine, Théodoro Obiangema de la Guinée équatoriale, Thomas Boniyayi du Bénin, des chefs de gouvernement, dont Commissaire Lonklassou, Premier ministre, représentant le président Faure Gnassingbé. De prévention, d'extinction, de secourisme et de sauvetage. Sous une pluie battante, les forces de défense et de sécurité congolaises engagent le défilé militaire terrestre, motorisé et aérien, suivi d'un détachement paramilitaire. De la jeunesse du Congo. Bravant l'intempérie, les forces vives de la nation congolaise, accompagnées des différentes colonies étrangères, à l'instar de la communauté togolaise vivant en terre congolaise, ont défilé pour exprimer leur attachement aux idéaux de paix et de sécurité au Congo, en Afrique et partout dans le monde. En marge du défilé civil et militaire, le chef du gouvernement Commissaire Lonklassou a été reçu en audience au palais de la présidence congolaise, où il a remis au président Denis Sassou Nguesso un message du président Faure Gnassingbé. À l'occasion, le Premier ministre a, au nom du chef de l'État, transmis au président congolais les félicitations et les vœux de paix et de bonheur du peuple togolais. Avant de quitter la ville de Wesso pour regagner Lomé, le
Le chef du gouvernement, comme Selon Classou, a pris part au banquet offert en l'honneur des invités de ce 55e anniversaire de la fête de l'indépendance du Congo. La mesure d'adaptation au changement climatique était au cœur d'une session de formation cette semaine du côté de SECODE à l'endroit des décideurs politiques. Une initiative du ministère en charge de l'agriculture pour permettre une meilleure production agricole malgré les effets néfastes de ces changements climatiques. Les précisions avec la marque Odiona. Lutte contre les changements climatiques, les décideurs de la région centrale ont été formés sur la problématique des mesures d'adaptation. La session régionale d'information et de sensibilisation qui a réuni les préfets, les chefs cantons, des délégations spéciales et des organisations de la société civile a permis à ces derniers de s'imprégner et prendre en compte les aspects des changements climatiques dans les différents programmes nationaux, régionaux et préfectoraux. Nous avons comme objectif au cours de ces ateliers de partager avec l'ensemble des acteurs du monde rural les bonnes pratiques d'adaptation au changement climatique et de gestion durable des terres. Et au même moment, nous allons procéder à l'identification des bonnes pratiques pour la région centrale afin de voir la possibilité de leur mise à l'échelle. Les changements climatiques aujourd'hui constituent pour nous un défi majeur au regard des ressources financières qui ont été mobilisées par le gouvernement à travers le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de voir dans la mesure du possible pour améliorer la production au niveau des différentes spéculations afin de s'adapter mieux au changement climatique. Il s'est agi d'informer les participants sur les problématiques des mesures d'adaptation au changement climatique et de les sensibiliser sur la nécessité d'intégrer la question des changements climatiques dans les politiques, stratégies, programmes et projets de développement. Restons toujours à SECODE où les acteurs régionaux du secteur forestier ont pris connaissance du manuel de procédure de contrôle forestier au Togo, organisé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Cette rencontre vise à vulgariser le dit manuel pour une action efficace sur le terrain. La marque Odiona nous fait parcourir les grandes lignes de ce manuel. Cette rencontre des acteurs régionaux de la chaîne de contrôle forestier qui rassemble les agents du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, de la gendarmerie, de la justice, de la police, de la douane, des syndicats, des exploitants et des collectivités a pour objectif de vulgariser le manuel de procédure de contrôle forestier. Elle vise également à renforcer les capacités des acteurs de terrain. Il y a eu des études qui ont montré que le Togo a le taux de déboisement le plus élevé, soit 20 000 hectares par an, contre une réafforestation de 1000 hectares par an. Donc il y a un déséquilibre. Or, le Togo s'est doté du plan national forestier qui voudrait porter la superficie forestière qui est aujourd'hui de 10% à 20% d'ici 2035. Et donc, le contrôle devient alors un levier important sur lequel il faut agir pour pouvoir, en même temps que nous faisons la promotion du reboisement, qu'on puisse aussi réglementer l'exploitation forestière.
Et donc c'est ça qui a amené à ce que le ministère élabore un manuel de procédure du contrôle forestier. Et nous sommes à ce niveau, dans le but, nous sommes là pour vulgariser ce manuel-là qui vise vraiment à augmenter l'efficacité de nos agents et à surtout renforcer la collaboration entre nos services et les autres corps sur le terrain, et particulièrement avec la justice. Les participants ont renforcé leur capacité sur le rappel de la motivation du processus d'élaboration du résumé du manuel de procédure de contrôle forestier, l'éthique et l'organisation du contrôle forestier, les types de contrôle, les procédures spécifiques, la typologie des infractions au code forestier et la procédure de la poursuite judiciaire. Pédagogie à présent, mais une pédagogie spécialisée. C'était l'essentiel de la formation reçue cette semaine à Kara par des enseignants spécialisés en langue de signes. Une manière de leur permettre de mieux dispenser les cours à leurs apprenants que sont les malentendants et les sourds. Nestor Monzo. L'éducation inclusive exige que les enseignants soient formés pour mieux prendre en charge les élèves vivant avec un handicap. Profitant des vacances scolaires, l'Office de développement et des œuvres sociales ODOS de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo a donné l'occasion aux enseignants spécialisés dans le langage des signes de renforcer leurs capacités pendant une semaine à Kara. On remarque qu'il y a un besoin énorme en ressources humaines compétentes pour pouvoir conduire la formation ou bien l'éducation des enfants handicapés au Togo. Il y a des efforts qui se font, mais ces efforts sont très insuffisants dans le souci de renforcer leurs compétences et d'apporter une éducation spécialisée meilleure aux enfants. Donc ce séminaire a été organisé. La pédagogie spéciale et la langue des signes. Voilà les deux modules qui étaient programmés. Au niveau de la pédagogie spéciale, vous savez que notre système éducatif prône la pédagogie générale. Mais pour ces personnes sourdes, il faut que nous ayons normalement des stratégies appropriées pour pouvoir mieux les encadrer. Donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants passe par la disponibilité des ressources humaines qualifiées. L'Église des Assemblées de Dieu du Togo œuvre dans ce sens depuis 15 ans. Mais cette formation est la première du genre qu'elle a organisée et les participants en ont pleinement bénéficié. Nous avions appris beaucoup de choses et déjà, dès la rentrée, nous pensons vraiment utiliser ces méthodologies pour impacter nos enfants à connaître mieux qu'avant. Nous avons fait 5 jours de formation et pendant ces 5 jours, nous avons fait une formation sur la pédagogie spéciale et la langue des signes. Et dans cette pédagogie spéciale, la langue des signes, on a appris beaucoup de choses. Dans la langue des signes, on a fait les pays, le gouvernement, l'école, la santé, le corps, les nombres, l'alphabet. Et tout cela ont permis de développer encore d'autres connaissances afin de donner des cours aux enfants sourds dans les classes. La plupart des enseignants bénéficiaires de la formation sont issus des écoles de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Elle en a 2, une à Lomé et l'autre à Dapon. Et du côté de Dankwen, c'est la Convention des droits de l'enfant qui a été revisitée par les responsables de la direction préfectorale de l'action sociale à l'endroit des chefs traditionnels et religieux de la préfecture. Pour les organisateurs, il était nécessaire de sensibiliser ces leaders d'opinion sur les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants telles que l'infanticide et le mariage précoce. Nous retrouvons Nestor Monzo. La CDE, Convention
sur les droits de l'enfant célèbre son jubilé d'argent cette année. Ce 25e anniversaire a été marqué à Grinkouka par une séance de sensibilisation des garants des us et coutumes, des dignitaires religieux et d'autres leaders d'opinion de la préfecture de Nampeng sur les pratiques sociales et culturelles portant atteinte à la vie des enfants qui naissent avec des malformations. Les initiateurs de la rencontre se sont appuyés sur la déclaration de Montien du 14 juin 2013, déclaration faite à l'issue d'un forum qui a regroupé les chefs traditionnels et les chefs religieux du Togo et qui a porté sur justement les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants. L'infanticide et le mariage forcé sont des pratiques identifiées, traditionnelles, donc identifiées ici à Nampeng. On doit lutter contre ça. On doit en être conscient que du moment où on va priver la vie à un enfant du fait qu'il est né mal formé, où on va donner un enfant en mariage avant l'âge de 18 ans, ça nuit dangereusement aux droits de l'enfant. Ça nuit donc à cette relève-là de demain que constituent les enfants pour la population togolaise. Nous avons pris des dispositions au niveau local. Les chefs cantons se sont engagés à accompagner la communauté dans cette lutte. Nous avons des cellules de protection au niveau communautaire que nous appelons les agents communautaires de protection de l'enfant qui aussi accompagnent dans la lutte de ces pratiques néfastes. Le préfet de Nampeng, le colonel Dadjamanga Nawe, a exhorté les chefs traditionnels, les chefs religieux de Nampeng et les autres qui ont assisté à cette séance à servir de relais pour porter la déclaration de Moitien dans leurs différentes localités afin que le combat contre les pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les enfants soit gagné. À l'étranger, au Burundi, la spirale de la violence a franchi un nouveau seuil. L'ancien chef d'état-major de l'armée, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné hier samedi à Bujumbura, la capitale. Il était une figure des forces armées burundaises durant la crise civile, notamment de 1993 à 2006. La spirale de la violence a franchi ce samedi 15 août un nouveau palier. L'ancien chef d'état-major de l'armée burundaise, le colonel Jean Bikomagu, a été assassiné dans la capitale par des individus encore non identifiés. Les assaillants ont ouvert le feu sur sa voiture devant son domicile. Sa fille a été également gravement blessée. Le colonel Bikomagu était considéré comme un commanditaire de l'assassinat du président Dadaye, donc perçu surtout chez les Hutus. Aujourd'hui, il a été assassiné dans la suite, disons, de ce qui se passe au Burundi, notamment l'assassinat du général Adolphe Nshimirimana. C'est une sorte de vengeance des gens du pouvoir contre les militaires, les ex-FARC, comme on les appelle. C'est aussi, on peut dire que c'est le début d'un engrenage, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, les assassinats des chefs militaires et des chefs politiques au Burundi. L'insécurité entre le sommet des Burundais depuis l'annonce faite par le président Pierre Nkurunziza de rempiler pour un troisième mandat et son élection en juillet 2015. L'armée est profondément divisée. C'est difficile de dire ce que font les autorités parce que les gens qui tuent, par exemple, qui tuent Bikomagu sont des gens en général proches du pouvoir. Et on sait bien que aussi les gens qui tuent les généraux du pouvoir sont les gens qui sont proches des milieux de l'opposition. On dirait que actuellement, le pouvoir ne fait rien ni pour protéger les anciens militaires, ni pour protéger les gens de la société civile. Donc, c'est un attentisme à suivre. La situation du pays inquiète et on craint une escalade de la violence. Un rapport publié le 7 août 2015 dénonce la dégradation du respect des droits de l'homme au Burundi depuis le début de la crise socio-politique en avril 2015.
La question des migrants toujours à la une. La Grèce est confrontée à un afflux massif des candidats à l'immigration. Mais la raison est toute simple. Le pays se trouve sur la nouvelle voie d'accès privilégiée vers l'Europe, la route dite des Balkans. Regarde. Une longue route qui commence ici sur les plages de Turquie. Des petits groupes de migrants embarquent sur des canots pneumatiques guidés par des passeurs. Ils vont faire des milliers de kilomètres, traverser plusieurs frontières pour rejoindre la Hongrie. On l'appelle la route des Balkans. Première étape, l'île de Kos en Grèce. En moyenne, ils sont 200 migrants à arriver ici chaque jour, 50 000 en juillet, 125 000 depuis le début de l'année. Une arrivée massive de clandestins, difficile à gérer pour la petite station balnéaire. Ici, pas d'infrastructure d'accueil. Les clandestins dorment sous des tentes ou à la belle étoile. La situation est très mauvaise ici. On tente d'échapper à la mort dans notre pays et c'est dangereux ici aussi. On arrive pourtant dans un pays démocratique. Ils doivent respecter les droits de l'homme et accélérer les procédures pour qu'on puisse partir d'ici. Deuxième étape, la Grèce, mais sur le continent. Le pays est devenu le premier point d'entrée clandestin de l'Union européenne. À ce moment-là, leur route est encore longue. Des jours, des semaines de marche en direction du nord du pays. Troisième étape, la Macédoine. Chaque jour, 4000 migrants arrivent ici, dans la petite gare de Gevgelia. Depuis la mi-juin, la Macédoine les autorise à monter dans l'un des 3 trains quotidiens qui traversent le pays jusqu'à la frontière serbe. Mais il n'y a pas de place pour tout le monde. Un moment de terreur pour les enfants, parfois séparés de leurs parents. Le train part en direction de la Serbie. L'étape suivante, c'est la Hongrie. Une étape compliquée pour les migrants qui doivent se cacher, car on ne passe pas facilement de la Serbie à la Hongrie. Depuis juillet dernier, les Hongrois ont commencé à dresser une barrière métallique pour freiner l'arrivée massive de clandestins. Elle fera 4 mètres de haut et s'étendra bientôt sur les 175 km de frontière avec la Serbie. Les arrestations sont donc beaucoup plus nombreuses, mais d'autres arrivent toujours à passer. Depuis la Hongrie, les migrants vont ensuite se disperser. Beaucoup choisissent la Scandinavie et l'Allemagne. Ils sont désormais moins nombreux à rejoindre l'Angleterre ou la France. Comme ici à Calais. Au total, plus de 4000 km parcourus depuis les plages turques, une route qui aura pris des mois et coûté en moyenne 20 000 €. Retour en page nationale et direction Sokodé, où une quarantaine de cadres issus de milieux divers ont été informés et formés sur la problématique de la biosécurité. Une idée du ministère en charge de l'environnement pour faire découvrir aux participants leur rôle à jouer dans la prévention des risques biotechnologiques dans le pays. Le reportage est signé Lamarck Bodjona. Ce séminaire de sensibilisation et de formation sur la biosécurité organisé par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières pour les acteurs de la région centrale a pour objectif d'étudier et de contribuer à la prévention du risque biotechnologique dans le pays. Le mois a travaillé beaucoup là-dessus en ce qui concerne la biotechnologie. Aujourd'hui, nous entendons parler du protocole de Cartagena. Alors, quand on fait l'état des lieux des pays africains, on se rend compte que beaucoup de pays africains sont en retard dans la mise en œuvre de ce protocole-là.
le MOA a élaboré un projet, un programme pour pouvoir aider ces 8 pays à pouvoir mettre en place les cadres, les cadres nationaux en matière donc tant sur le plan institutionnel, sur le plan législatif, bref sur le plan réglementaire. Comment faire pour que les biotechnologies soient encadrées? C'est ce que nous appelons également la prévention des biotechnologies. Donc, quand on parle de la biosécurité, c'est prévenir les risques éventuels liés à la biotechnologie. Pendant 2 jours, les participants ont suivi des communications comme la généralité sur les biotechnologies, l'évolution des biotechnologies dans le monde et dans la sous-région, l'aperçu sur le protocole de Cartagena, le programme régional de biosécurité de l'UEMOA et l'avancée du Togo en matière de biosécurité. La société salésienne commémore aujourd'hui le bicentenaire de l'anniversaire de celui qu'on nomme le père et le maître de la jeunesse, Don Bosco. Né le 16 août 1815, Don Bosco avait comme cheval de bataille l'éducation et la protection sociale des jeunes. À la paroisse Maria Auxiliadora de Bénédit ce matin, c'est à travers une messe d'action de grâce que les fidèles ont marqué cet événement. Une occasion pour nous de vous faire découvrir cette société à travers ses œuvres dans le social pour les jeunes. Pierre Sosouko. Une procession pour marcher dans les pas de Jésus à la lumière de Don Bosco. Il y a 200 ans, Jean Bosco naissait à Turin, en Italie. Le bicentenaire de sa naissance est célébré ici, à cette messe qu'ont célébré des religieuses et religieux, mais aussi des fidèles venus des provinces de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique tropicale équatoriale. Tous étaient là pour réaffirmer leur engagement de vivre pleinement le charisme de la société salésienne. Dieu, en cette fête, nous montre combien nous aime. Si une famille a des enfants, c'est-à-dire que Dieu veut que cette famille puisse grandir, aller dans l'avant. Alors nous aussi aujourd'hui, nous témoignons cela, que Dieu nous aime et nous donne des frères et sœurs à aimer. Déclaré père et maître des jeunes, Don Bosco s'est consacré très tôt à la cause de la jeunesse, aussi bien pour lui procurer de la joie, mais aussi l'orienter sur le chemin de la vie. Aujourd'hui, sa mission se poursuit dans les 4 coins du monde. Quand il est devenu prêtre, et il s'est engagé pour s'occuper de la jeunesse qui est abandonnée surtout. Ceux qui n'ont pas de toit, ceux qui n'ont pas de maison, ceux qui n'ont pas de famille. Alors il les recueillait pour leur donner une éducation et une formation humaine et religieuse. Et généralement, les couches les plus démunies bénéficient de leur attention. En chaque personne, il y a une possibilité de trouver une corde sensible bien pour aider cette personne vraiment à retrouver le chemin de la vie, de la liberté, de la joie. Parce que Don Bosco, c'est une personne optimiste. Alors nous aussi, ces filles, nous avons pris ce chemin-là de donner cette espérance aux jeunes. Les Salésiens de Don Bosco sont estimés aujourd'hui à plus de 15 000 dans 138 pays à travers le monde. Et les filles de Marie Auxiliatrice à 14 000 réparties dans 93 nations. Un effectif auquel viennent s'ajouter ces novices qui, pour la circonstance, ont prononcé leur vœu perpétuel. À la suite des religieux, beaucoup d'autres fidèles ont allumé leurs bougies comme pour dire merci Don Bosco.
ta flamme pour les jeunes restera toujours allumée. La communauté de Saint-Égidio du Togo, elle, va en guerre contre la vindicte populaire. Cette forme d'auto-justice qui prend de plus en plus forme dans plusieurs quartiers de Lomé après l'arrestation de présumés voleurs. Une forme de violence dénoncée il y a quelques jours par le gouvernement togolais et que la communauté rappelle une fois encore. Gérard Lagoudou et Dame Soussoupa. La communauté de Saint-Égidio du Togo dénonce la vindicte populaire et les lynchages utilisés comme moyen de répression des présumés voleurs dans les quartiers. Ce phénomène prend visiblement de l'ampleur et est considéré ici comme une nouvelle forme de peine de mort sans jugement. Leaders communautaires et religieux, ainsi que des jeunes partagent les expériences vécues et proposent des solutions pour mettre fin à cette vindicte populaire. Nous sommes en train de réfléchir, nous voulons mettre en place un cadre permanent de dialogue. C'est-à-dire, il y aura dans ce cadre permanent-là le chef du quartier, il y aura les musulmans, vous avez constaté qu'il y avait la présence des musulmans. Il y aura aussi, comme on appelle, la CNDH, la population, ensemble pour que nous puissions en tout cas travailler dans ce sens-là. Donc nous sommes en train de réfléchir. Je crois que les jours à venir, nous allons mettre les choses en place. Le lynchage dans mon canton, c'est devenu très régulier. Et nous avons eu à interpeller certains. Pourquoi ce fait? Franchement, même je vous prie de laisser ce message aller jusqu'au niveau de nos autorités. Et il y a eu des vols. Les voleurs sont pleins. Ce n'est pas bon le vol, mais il faut l'interroger. Après l'interrogation, il faut le punir sévèrement selon la loi. Loin de donner carte blanche aux voleurs, la communauté de Saint-Égidio, qui est une communauté chrétienne de l'Église catholique, estime que la vie est sacrée et que tout présumé voleur doit être traduit devant la justice. Cette peine de mort, que chacun se lève et accorde sa sentence sans même écouter l'accusé, est une atrocité grave à l'antenne de la vie humaine. C'est pourquoi aujourd'hui la communauté de Saint-Égidio du Togo veut dire que c'est assez de rester sans rien dire devant cette atrocité de la foule, car c'est la foule qui condamne. Les leaders d'opinion sont donc appelés à conscientiser et à sensibiliser les jeunes dans les différents quartiers pour que chacun puisse dire: le lynchage au Togo, je n'y suis plus. Les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo étaient cette semaine en convention à Bomé, à Payémé, dans le Zion. Elles ont toute une semaine durant appris ou redécouvert leur rôle dans la mission d'évangélisation. Eric Dianikpo est Prudence Zinsou pour le compte rendu. Les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo à Komé pour la convention régionale et annuelle du ministère des Femmes Région Golfe-Est. Elles sont reconnues auxiliaires des hommes dans la communauté et donc prêtes à conjuguer leurs efforts et à porter loin l'Évangile. À la convention, elles ont été formées en la matière et Dieu a été invoqué à travers chants et louanges. Cette année, nous avons pris le thème « Retiens ce que tu as ». En tant que femme chrétienne, ce que tu as, il
il faut la retenir afin que personne ne prenne ta couronne. Nous avons reçu des enseignements et les requêtes de prière. Toute femme qui a eu un problème, qui est chargée et fatiguée, à notre rassemblement, nous avons les hommes de Dieu, les pasteurs, qui sont venus nous donner les enseignements et ils ont prié pour nous. Dans les 12 régions de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo, diverses conventions annuelles sont organisées, dont celle de la branche féminine. Objectif, cultiver davantage la communion fraternelle et aussi porter l'évangile aux nations. À Koumé, les femmes du département du ministère Golfe Est n'ont pas dérogé à la règle au cours de cette rencontre présidée par le pasteur Gaston Anani, vice-président national de l'Église des Assemblées de Dieu. Et pendant ces jours, bien le séjour de l'organisation de la convention, alors il y a des enseignements qui sont donnés par rapport à leur réalité, aux défis auxquels les groupes sont confrontés, et on les aide aussi à être efficaces dans l'évangélisation. Et pendant cette période-là, on organise aussi des sorties d'évangélisation de porte à porte. Venues de différents temples, elles repartent donc aguerries pour la continuité de l'œuvre de Dieu après 5 jours de communion et d'échange sur la vie de leur église. La rencontre s'est déroulée simultanément dans les autres régions de l'église des Assemblées de Dieu du Togo. Et c'est sur cette joie des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Pomé, à Péyémi, dans le Zia. Au revoir.